Bonjour Mélanie. Je suis franchement désolée, c'est pas très professionnel qu'est-ce que je fais là, mais j'ai vu que tu m'as déjà noté, puis c'est ça, c'est super correct que j'accepte ma note, mais j'aime pas ça des affaires en queue de poisson, puis c'est passé plein d'affaires dans ma vie, puis là j'ai comme une grosse réalisation que j'avais pas faite, que j'avais pas terminée mon projet personnel. Fait que, dans le fond, c'est pas dans l'intention, en fait, de changer ma note, quoi que ce soit. C'est simplement que je voulais, je voulais t'envoyer la version finale, en fait, de mon projet, puis également d'expliquer, donc seulement de donner un petit vidéo de 5 minutes juste pour expliquer un peu mon projet. Puis parce que je veux vraiment que tu me dises qu'est-ce que t'en penses. Puis donc c'est ça. Donc si on y va, dans le fond, je sais pas si t'avais accès à mon projet avant, mais j'ai fait un gros changement dans le sens où j'ai décidé en fait d'intégrer aussi pour une couleur de peau autre que blanc. Donc, parce que justement, ce que moi je remarque beaucoup en fait, c'est que dans le matériel pédagogique, non seulement en éducation spécialisée, il n'y a pas beaucoup de matériel pédagogique de disponible qui est prêt à être utilisé parce que normalement, il faut toujours construire son par soi-même son matériel. Euh, mais c'est ça, mais quand c'est construit, en général, les pictogrammes sont très blancs et c'est pas juste une question de représentation dans ces cas-là. Je pense que on est une époque où on est plus sensible à la chose. Donc, je pense que c'est important justement au niveau de cette sensibilité-là, mais autre que la sensibilité de justement d'essayer de représenter en fait les jeunes dans ce qu'ils voient autour d'eux. Et plus que ça, c'est qu'en fait les enfants avec une déficience intellectuelle et un TSA euh, ont souvent la difficulté à justement pouvoir projeter dans quelque chose qui se reconnaissent pas. Donc, souvent, je veux dire, c'est pas tous les jeunes, par contre, qui sont conscients de quoi qu'ils ont de l'air. C'est pas tous les jeunes qui sont conscients que ce qu'ils voient dans le miroir, c'est également eux. Et c'est également en partie c'est le but en fait de ma tâche de justement de faire le lien entre ce que je vois dans le miroir c'est ce que je suis, tu sais. Donc justement c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus important de justement mettre que les pictogrammes représentent les enfants. Puis c'est ça, donc c'est quelque chose également que j'ai lu quand dans ma littérature sur la communication pour les enfants de 0 à 3 ans, c'est que en fait justement c'est que plus on est proche, l'enfant ça lui prend du temps avant de pouvoir associer un concept à deux choses qui se représentent pas. Donc euh, j'ai beaucoup d'activités qui disent justement de quand on veut associer mettons des émotions, c'est une image de quelqu'un qui est en colère avec une autre personne qui est en colère également, ben la première chose à faire, c'est que l'enfant va être plus capable de reconnaître l'émotion sur une personne qui lui ressemble. Donc, et c'est un niveau plus avancé de pouvoir associer dans le fond, de pouvoir associer la même émotion avec quelqu'un qui ne représente pas, qui ressemble pas physiquement à l'enfant. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important. J'ai également mis dans mes notes de montage à ce sujet-là que, en cas de doute, le mettre en noir et blanc. Ça, c'est parce que Brigitte Harrison, dans sa formation sur le langage conceptuel, elle indique en fait que justement donc les conseillers d'utiliser les couleurs les plus proches de celles de l'enfant en cas de doute à imprimer en noir et blanc parce que Brigitte Harrison dans sa formation en fait indique que pour les enfants TSA le concept est plus facilement représenté quand il est justement vidé de tous les artifices. Donc vraiment en son centre seulement le concept dénudé de tout. Donc c'est plus facile à reconnaître pour les enfants que quelque chose de plus complexe. Dans le fond, elle indique en fait justement l'idée de comprendre, mettons, le concept de ballon, mais sur un pictogramme, donc un dessin de ballon, versus une photo d'un ballon, et
carrément de lui présenter l'objet ballon. Donc, elle dit que cette dame-là, elle dit que c'est plus important, en fait, dans le fond, que l'enfant va plus reconnaître, va avoir plus la tendance à reconnaître le dessin. Ensuite, il est plus facile de représenter la photo. Et finalement, la chose la plus difficile, c'est de représenter le concept par l'objet en tant que tel. Pourquoi c'est le cas? Parce que, en fait, quand il est justement tout vide de tout son sens et qui est seulement justement avec le dessin, c'est que c'est plus facile à généraliser. Parce que quand on présente un concept à un enfant, l'enfant va enregistrer tous les petits détails pour l'associer à son concept. Puis on ne sait pas exactement lesquels qui va puncher comme en bon français. Donc, justement, on ne sait pas c'est sur lesquelles les petites informations qu'il va accrocher pour l'associer à son concept. Donc, si je lui présente justement une photo d'un ballon, ok, puis que je lui présente un ballon de soccer, la photo c'est un ballon de soccer, ben, et que je lui dis que ça c'est le mot ballon, ben là, il va être seulement capable, en fait, justement, ça se peut très bien qu'il dise, ok, parfait, un ballon, c'est noir et blanc. Donc, si je lui présente un ballon de soccer, c'est parfait, c'est un ballon, alors que je lui présente un ballon de basket, ben là, c'est plus un ballon, parce que c'est pas la même chose, c'est pas de même que je l'ai représenté. Alors que quand je lui présente un dessin, ben justement, c'est plus, donc c'est plus, il y a moins de détails sur lesquels il peut accrocher pour pouvoir associer son concept général. Et les objets, c'est également encore plus poussé qu'une photo. Donc, parce qu'un ballon, ça peut changer quand je l'ai dans mes mains et que je le tourne, le ballon est autre chose. Donc, parce que nous, notre cerveau est capable, en fait, les personnes neurotypiques, on est capable, en fait, de pouvoir extrapoler, puis voir sur un même angle et comprendre que c'est le même objet. Les enfants TSA peuvent justement avoir de la difficulté à comprendre, en fait, que si je change le ballon d'angle, ben là, même si le ballon est représenté différemment, les lignes sont plus à l'oblique versus à la verticale, ben, ça va être peut-être difficile de comprendre que c'est le même objet. Donc, et c'est ça, c'est que la perception visuelle est très différente, ainsi que le traitement de l'information également. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui font des gestes, en fait, pour pouvoir, en fait, faciliter, dans le fond, l'intégration de l'information visuelle. Donc, je vois beaucoup d'enfants, en fait, dans mes classes où ils viennent prendre des petits objets, ils regardent beaucoup les petits objets pendant très, très longtemps, sous tous leurs angles, pour justement essayer de comprendre que c'est le même objet. Mais ils vont prendre également ces objets-là, puis ils vont les déposer à quelque part dans la pièce, puis ils vont reculer, ils vont se rapprocher, justement parce que l'objet, ça va l'aider, en fait, à comprendre la profondeur, parce qu'il y a beaucoup d'enfants autistes qui ne perçoivent pas, en fait, la profondeur. Donc, justement, pour percevoir justement la distance entre les objets, ben, ils vont utiliser les objets comme référence. Donc, des petits objets comme référence. Donc, il y a plusieurs façons comme ça que les enfants autistes utilisent pour pouvoir justement traiter l'information visuelle. Il y a également justement dans le fond, souvent il y a des enfants qui bougent les doigts pour pouvoir couper le mouvement en séquence, comme une bande dessinée, parce que c'est plus facile à justement décortiquer une séquence pour décortiquer un mouvement. Alors que notre cerveau, nous, c'est toutes des choses, en fait, que notre cerveau fait naturellement, puis qu'on a de la facilité à faire, mais que les enfants autistes, dans le fond, c'est que c'est un effort conscient, en fait, que les jeunes doivent faire pour pouvoir traiter l'information. Donc, tout ça pour dire que c'est pour ça que je veux faire... pour ça que les pictos en noir et blanc, en fait, ça serait, selon Brigitte Harrison, la meilleure chose. Donc, même avant d'imprimer des pictos, justement, avec de la peau pour un petit gars blanc, puis de la peau pour un petit gars noir, ben, c'est mieux, en fait, de juste prendre, justement, le concept en noir et blanc pour que l'enfant, en fait, pour que le concept soit encore plus départi de tous les détails qui peut justement entrer en conflit qui peut en fait empêcher la compréhension de l'enfant. Donc, ça serait mieux de le faire en noir et blanc pour cette raison-là. Donc, et c'est pour ça que j'ai ajouté ça. Je trouvais que c'est important, puis c'est ça justement, je me suis dit, oh my god, j'y avais pas pensé, puis là, ça m'a frappé ben raide, puis c'est ça que j'ai fait. Mais bon, c'est pas un très gros changement, mais je pense que c'est un changement important à avoir.
Donc, si on regarde ici, en fait, OK, donc les instructions montage, parfait, ça, je pense que c'est facile à faire, justement, je conseille, peut-être que je pourrais expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on doit l'imprimer en noir et blanc. Ouais, c'est ça. Donc, crayon maquillage, miroir, les intentions pédagogiques, en fait. OK, donc, je voulais, en fait, expliquer un peu brièvement qu'est-ce que c'est le programme CAPS. Donc, le programme CAPS est fait pas nécessairement pour les enfants autistes, mais pour les enfants, en fait, avec une déficience intellectuelle moyenne et léger. Déficience intellectuelle légère, pardon. Puis, donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas nécessairement un TSA. Donc, la plupart, en fait, des TSA au Québec suivent le PFEQ. Parce que la plupart, en fait, peuvent s'intégrer soit dans une classe régulière, mais encore plus, ce qui est plus souvent le cas, c'est qu'il y a des classes spécialisées TSA à l'intérieur d'écoles régulières. Donc, ces classes-là, en général, en gros général, ils vont suivre le PFEQ. Et bien sûr, ils vont l'adapter. Ils vont adapter le PFEQ parce que c'est pas tous les jeunes qui peuvent suivre en fait les matières de la même façon. Puis, tu sais, je veux dire, des enfants autistes vont avoir des lacunes à des endroits qui sont assez disparates. Donc, l'enfant peut être comme en 4e année en mathématiques, mais seulement en maternelle, en pré-maternelle en ce qui concerne l'écriture. Donc, c'est ça. Donc, ils vont adapter le programme. Mais le programme CAPS, en fait, vise autre chose. Donc, en plus, en fait, des trois buts de l'éducation, donc d'instruire, de socialiser, il va y avoir 2 finalités, en fait, que le programme présente, et il s'agit, en fait, de donc la participation sociale et de l'autodétermination. Je l'ai mentionné ici, l'autodétermination. Donc, moi, je pense que les deux s'imbriquent parfaitement, en fait, parce que justement, la participation sociale, c'est qu'on veut, en fait, que l'enfant s'intègre le plus possible. Donc, socialiser est déjà un but, en fait, du PFEQ, mais dans le programme CAPS, qu'est-ce qu'il y a, c'est que le programme reconnaît un peu les difficultés que les enfants handicapés peuvent avoir à s'intégrer encore plus dans la société. Donc, c'est justement, le but, c'est d'essayer de les ramener le plus possible intégrés dans la société et justement de leur dans le fond, de leur donner le plus de compétences possibles malgré leurs limitations. Puis, c'est pour ça également qu'il y a ici des domaines, dans le fond, des domaines de vie, soins personnels et bien-être. Donc, parce que le programme n'est pas centré nécessairement sur les matières. Le programme veut développer des compétences générales. Donc, au lieu, comme le PFEQ, en fait, a des compétences transversales, puis il y a des compétences qui vont interdisciplinaires, mais ce sont des compétences à côté qui ne sont pas évaluées. Alors que dans le programme CAPS, ce sont justement seulement des compétences interdisciplinaires. Donc, c'est seulement des compétences générales qui, dans le fond, servent à pas seulement au scolaire, mais également à dans le fond dans sa vie à lui, dans l'intégration de sa vie de la vie sociale. Donc c'est vraiment ces compétences-là qui sont évaluées. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Donc les matières, c'est simplement c'est pas le plus gros les matières, c'est pas le plus gros morceau du programme. Les matières, pardon, c'est le conduit, en fait, pour justement les matières sont le conduit pour développer ces compétences-là. Alors, oui, on veut développer ces matières-là, mais la plupart du temps, c'est toujours en tenant compte de domaines de vie. Donc, en général, on développe les arts pour dans l'optique d'aller plus vers le domaine de vie, loisirs. Donc, c'est ça. Donc, on va vraiment aller chercher les matières et aller chercher l'importance que les matières ont pour les domaines de vie. Donc, on va vraiment aller voir donc les mathématiques, mettons, pour compter, mais pour être capable de justement de payer. Donc, d'aller dans le magasin, d'utiliser l'argent, de payer et tout. Donc, ce genre, on va vraiment aller chercher les fonctions très concrètes de la matière pour servir, en fait, aux compétences de l'enfant. Donc, les matières sont vraiment instrumentales, en fait, dans les développements des compétences. Également, les compétences sont développées de façon différente que sont pas développées, je veux dire, sont évaluées d'une façon différente. Donc, sont évaluées de 2 façons. Il y a, en fait, il y a les niveaux
de développement et il y a les degrés de soutien. Donc, quand on fait une évaluation d'une compétence, bon, on peut dire agir de façon sécuritaire. On peut dire, OK, compétence 1, donc la compétence, elle est émergente, donc il est en train de travailler, ou compétence marquée, c'est acquis, c'est parfait. Donc, il y a une gradation de justement de où est-ce qu'il est rendu dans l'acquisition de cette compétence-là. A et D, il s'agit justement donc du niveau de soutien que l'enfant va avoir de la part de l'adulte. Donc, ah oui, la compétence, elle est émergente, mais oui, la compétence est en apprentissage, mais les capacités que ça représente agir avec de façon sécuritaire, en fait, il va l'avoir avec un soutien occasionnel de l'adulte. Donc, oui, il est pas très rendu loin dans son développement, mais ce qu'il a développé, il est capable de le faire de façon un peu plus autonome que sans le soutien constant de l'adulte. Donc, c'est vraiment, et c'est beaucoup plus, moi, je trouve que la façon dont qu'on évalue ces matières-là, ces compétences-là sont beaucoup plus, je trouve que c'est beaucoup plus concret, puis c'est beaucoup plus facile à comprendre de la part d'un enseignant qui hérite du dossier d'un autre enfant. Donc, moi, quand je reçois un enfant d'une autre classe et tout, je peux voir son bulletin, puis ça me dit beaucoup plus où est-ce qu'il est rendu dans son développement que justement que simplement donner que le PFEQ pourrait rendre. Donc, parce que justement, c'est difficile quand tu as un jeune qui arrive dans ta classe parce que tu sais pas exactement, en fait, où sont les lacunes. C'est pas parce que il est capable de faire des mathématiques qu'il est capable de se reconnaître en photo. Donc, moi, j'ai déjà vu un jeune qui c'est ça qu'il ne comprenait pas, en fait, que les photos, que sa photo, c'était lui. Donc, il comprenait pas que son prénom, c'était son prénom à lui, que ça le référait à lui. Donc, il y avait vraiment, au niveau de la conscience de soi, il y avait des grosses lacunes, alors que les mathématiques étaient super développées. Donc, justement, ce genre d'informations-là, c'est dit, en fait, c'est bien indiqué dans l'évaluation des compétences du programme CAPS. Donc, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est de cette façon-là que c'est évalué. Sinon, il y a l'autodétermination. Autodétermination, en fait, je pense que c'est justement parce que le programme reconnaît que les enfants handicapés ont beaucoup de limitations, mais également, ils ont des limitations aussi quant aux décisions que les jeunes prennent dans leur vie. Parce que souvent, on choisit à leur place, mais justement, ce que le programme vise, en fait, c'est qu'on développe un peu, en fait, le choix. Donc, on veut que l'enfant soit le maître du plus grand nombre de choses possibles. Donc, on veut qu'il soit capable de contrôler le peu de contrôle qu'il peut avoir sur sa vie. Donc, on essaie de développer ça parce que, pour plusieurs raisons, mais entre autres, justement, l'estime de soi et la participation sociale, ça passe par justement être capable de prendre des décisions. Donc, c'est ça. Donc, l'autodétermination, c'est quelque chose de très gros. C'est une valeur qui est très importante également à mon école, puis je crois beaucoup en ça. Donc, c'est pour ça également que le choix est toujours important dans les activités. On donne toujours des choix. Donc, c'est ça. Donc, compétences CAPS, donc communiquer, interagir avec son milieu. Donc, communiquer, à ce moment-là, ça, c'est quand même assez très facile à comprendre. Il s'agit vraiment de la compétence de recevoir de l'information, de donner de l'information. Donc, on est dans le cadre de l'activité. Donc, je vois le crayon, je comprends que le crayon, je comprends en fait ce que l'adulte essaie de m'expliquer avec la séquence, avec le cercle de choix. Donc, ça, c'est dans la communication réceptive. Dans la communication, dans la production d'un message, ça va être en fait justement le choix qu'il va faire. Donc, être capable de pointer son choix, être capable justement de dire s'il est tanné de faire de faire l'activité. On essaie toujours d'enseigner aux enfants encore ou fini. Donc, le but, c'est qu'ils soient capables de dire non, c'est fini, j'ai plus envie de faire l'activité. Donc, ok, parfait, je comprends, c'est beau, on va arrêter l'activité. Donc, c'est d'encourager également à produire un message de cette façon-là. Dans l'activité aussi, ça mobilise interagir avec son milieu parce que justement, on essaie
également de faire le lien entre, oh, ce que je vois dans le miroir, c'est moi, ce que je vois en ce moment dans les mains c'est essayer de comprendre justement l'interaction de tous les objets qu'il y a dans ton environnement sur toi, carrément sur le corps de l'enfant. Donc, c'est quand même assez important. Agir avec méthode, c'est plus dans le cas où l'adulte décide de faire l'activité avec l'enfant pour que l'enfant en fait se maquille lui-même. Donc, c'est vraiment essayer de reproduire un modèle. Donc, on s'entend, agir avec méthode, c'est quand même assez relativement... c'est quand même assez... Moi, je trouve que c'est quand même assez facile à évaluer, dans le sens où en fait, c'est qu'on va observer les techniques en fait que l'enfant va utiliser pour venir à des fins. Donc, on s'entend que si je donne un exemple, mon Dieu, il y a un jeune, mettons hier là, même, qui fait en fait le premier mouvement de crayon que les enfants font, c'est de haut en bas, comme ça. Faire des cercles, c'est très, très, très difficile. C'est très difficile. C'est un mouvement qui est beaucoup plus qui arrive beaucoup plus tard dans le développement de l'enfant. Les enfants, souvent, quand on leur donne un crayon, ils ont vraiment tendance à juste faire de haut en bas. Donc, agir avec méthode, ça pourrait justement, donc moi, je lui donne des techniques. Donc, je peux donner, en fait, bon, une petite tige de cire pour le coller sur le tour d'un cercle. Puis là, ça va arrêter son mouvement. Donc là, il va être capable de colorier à l'intérieur du cercle avec les limites, avec la tige. Donc, si lui-même, plus tard, il prend la tige pour la mettre lui-même parce que il m'a vu le faire, donc je l'ai fait plusieurs fois avec lui. Donc, lui, il décide de prendre ça pour pouvoir... Dans le fond, c'est une stratégie pour lui pour obtenir justement le résultat qu'il veut. Ça, c'est agir avec méthode. J'ai justement l'enfant hier que j'ai vu, en fait, lui, il a tourné sa feuille. Donc, parce qu'il n'était pas capable de faire des cercles, mais il a quand même tourné sa feuille pour aller voir plusieurs angles avec son crayon. Donc, ça, j'étais vraiment impressionnée. Donc, ça, c'est une stratégie que l'enfant met en place pour justement répondre en fait à un problème. Donc ça, c'est agir avec méthode, c'est plus dans le cas où le jeune doit représenter l'image qu'il voit. Non, exploiter l'information, c'est ça. Exploiter l'information, c'est un peu... ça, moi, je confonds souvent ça avec communiquer parce que c'est par rapport à la réception d'un message, mais c'est aussi... c'est beaucoup plus dans le sens où c'est pas nécessairement un message produit parce que la communication, il s'agit vraiment de la production d'un message. Donc, de comprendre, en fait, le message que l'adulte essaie de me transmettre. Alors que exploiter l'information, c'est plus des choses qui sont, en fait, à sa vue, pas nécessairement transmis par l'adulte et qui va être capable de s'approprier. Donc, il s'agirait en fait justement de l'organisation de la classe. Donc, si on met des pictos pour justement organiser son environnement, on y a montré était où sont où l'école, on y a montré toutes les affaires, mais quand il est capable de se repérer par lui-même puis d'aller chercher en fait les objets en suivant en fait les pictogrammes, que s'il voit dans le tiroir de colle que j'ai mis un nom disponible, donc une barre sur le picto d'école, puis qu'il ouvre pas le tiroir, il est comme ah ok, je comprends que ça ce serait exploiter l'information parce que justement il a compris les messages dans le fond que son environnement lui donne. Donc exploiter l'information, c'est plus dans ce sens-là. C'est un peu complexe, moi personnellement je trouve là. Mais je considère que je suis encore en apprentissage, fait que je me donne la permission de pas être top-notch sur tout. Donc, français, langue d'enseignement, évidemment, donc parce qu'il s'agit du langage, hein, donc on veut enseigner les couleurs, les expressions faciales et les parties du corps, donc ça, on les enseigne en français. Hein. Les arts, donc les arts sont exploités là-dedans, mais on s'entend qu'ils sont exploités beaucoup dans le terme de loisirs, parce que les enfants, souvent, ont des intérêts restreints. Donc, on essaie, en fait, de développer un peu plus leurs intérêts pour justement qu'ils soient capables, en fait, de s'occuper tout seuls. Souvent, c'est un défi pour un jeune d'être capable de s'occuper quelques minutes seul. Donc, c'est des enfants qui peuvent... Ça peut être lourd pour les familles d'enfants handicapés. Justement parce que c'est des enfants qui demandent beaucoup
qui demandent beaucoup de soutien. Donc, on veut justement qu'ils soient capables de développer des intérêts et de les exploiter par eux-mêmes. T'sais. Donc, maquillage, ça peut être un intérêt à développer. Et soins personnels bien-être, ça, évidemment, c'est quand même assez un peu plus abstrait. Mais moi, je le vois plus dans l'optique où je le vois plus dans l'optique où justement il y a des enfants qui donc c'est pas parce que l'enfant est lourdement handicapé qu'il n'y a pas de problème d'estime de soi. Ça arrive souvent que je vois des enfants qui s'aiment pas physiquement, puis on le voit de plusieurs façons. Il y a des jeunes qui sont capables de le dire mot pour mot, mais il y en a d'autres que c'est justement que c'est de d'autres façons. Donc j'avais un jeune qui cassait en fait des miroirs quand il les voyait. Ça fend le cœur en deux, mais bon, c'est ça. Donc, être capable de justement de se maquiller, de se déguiser, donc d'être capable de justement être capable de mobiliser des façons de justement modifier son image, sa représentation personnelle, son image corporelle, ça peut justement être dans les stratégies pour justement donc dans le domaine de vie de soins personnels et bien-être. Donc, le maquillage, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes, plusieurs jeunes que j'ai remarqué, ça les rendait très fiers. Donc, il y a une petite fille que j'avais dans une de mes classes qui me choisissait comme activité. Elle voulait que je la maquille. Donc, tu sais, je la maquillais et tout. Puis après, elle allait sur le miroir. Elle était super contente. Elle allait voir les adultes pour lui montrer son maquillage. Elle était contente. Donc, donc, c'est ça. Moi, je le vois plus, en fait, dans l'optique de l'estime de soi. Puis, je pense que ça peut être quelque chose. Encore là, c'est pas toutes des choses qui sont mobilisées nécessairement pour chaque enfant parce qu'on va le voir de façon différente avec chaque enfant. Donc, ça, c'est pour le programme CAPS. Donc, c'est ça, cette activité-là comme est très, très typique. Pas typique, là, je dirais, mais peut remplir énormément des fonctions de beaucoup de choses. Ça remplit plein de fonctions au niveau des apprentissages, mais également au niveau de l'évaluation. Donc, je trouve ça vraiment intéressant là-dessus. Oui, donc c'est ça. Étape de réalisation de l'activité. Je pense que c'est assez clair comment est-ce que je l'ai écrit. Donc, moi, je pense que la première fois qui est important, c'est d'expliquer en fait les étapes pour que le jeune puisse s'attendre à savoir à quoi s'attendre. Donc, si je vois la séquence ici, donc, OK, on présente séquentiellement, genre, OK, parfait, je dois choisir, ensuite, je me fais maquiller, ensuite, je regarde et je peux choisir. Donc, ça, c'est vraiment, ici, on essaie plus, en fait, de justement de lui expliquer qu'est-ce qui s'en vient pour qu'il puisse comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'en vient. Mais ici, on vient plus, en fait, dans l'autodétermination, dans justement le choix. Qu'est-ce que toi, tu veux lui donner le plus de contrôle sur le plus de choses possibles. La communication devient difficile, souvent, parce que, justement, oui, c'est bon, une séquence, mais c'est pas toujours... Ça dit pas nécessairement grand-chose non plus. Comme je disais tantôt, Brigitte Harrison, justement, pour elle, une séquence comme ça serait super. Faudrait que je la fasse en noir et blanc pour qu'elle la trouve super, mais bon, ça serait super. Mais c'est ça, c'est que moi, je pense que ça vient de là un peu ma critique. Je pense pas que c'est toujours le cas que ce soit aussi parlant que... parfois, un vidéo et une démonstration, je trouve que c'est beaucoup plus parlant que des dessins, mais ça dépend vraiment des jeunes. Donc, moi, il y a beaucoup de... En général, les enfants autistes apprennent pas par imitation. Donc, justement pour tous les facteurs que j'ai nommés plus tôt, que dans le fond, ils peuvent accrocher sur des petits détails et justement associer le concept à un seul petit détail. Donc, si je lui montre une vidéo de quelqu'un qui se fait maquiller puis qu'il voit, je sais pas moi, que j'utilise des crayons bleus alors que là, j'arrive avec des crayons rouges, ben là, peut-être qu'il va pas associer que c'est la même activité. Il va peut-être pas comprendre que, ah oui, c'est ce qu'on montre, c'est ce qui va arriver à ce moment-là. Mais moi, j'ai remarqué beaucoup que
pour des jeunes qui ont plus de réticence à faire des activités. La plupart du temps, ça va mieux quand ils passent pas en premier. Il y a toujours des jeunes qui sont beaucoup plus avenants avec la nouveauté et tout, et qui acceptent de se faire maquiller, qui acceptent les nouvelles activités sans difficulté. Mais justement, quand tu fais l'activité avec ces jeunes-là, puis que les jeunes plus réticents passent en deuxième ou en troisième, ils sont plus réceptifs, en fait. Donc, ce serait moins la séquence qui les aiderait à comprendre qu'est-ce qui s'en vient et plutôt justement la démonstration. Parfois, la démonstration, c'est ça, il faut être insistant, il faut faire l'activité plusieurs fois pour que les gens aient pour que les jeunes aient le temps d'acquérir, en fait, les activités, tu sais, qu'il y ait le temps de comprendre l'activité. Parce que oui, ok, je l'ai compris une fois, mais là, après, ce qui est intéressant de voir, c'est la deuxième fois, une fois qu'il a compris comment est-ce que l'activité se déroulait, comment est-ce qu'il va l'interpréter une seconde fois. Donc, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il y a des affaires qu'il n'a pas encore compris? Donc, comme il y a une activité où j'ai fait, dans le fond, les enfants peinturaient en dessous, le dessous de leurs pieds, puis ensuite marchaient sur une feuille de papier. Donc, c'est quand même assez... ça travaille beaucoup de choses. Ça a l'air de rien, mais ça travaille beaucoup de choses. Mais c'est ça. Mais après, donc, moi, je les assoyais, je leur nettoyais les pieds, puis ça, c'est le fun de se faire masser, c'est le fun l'eau, c'est tout le temps, tu sais, c'est très plaisant. Donc ça, c'est comme des enfants qui avaient plus de difficultés, plus de réticence. Ouf, ok, peut-être que ça, en voyant que, après, il se fait masser les pieds, ça a l'air le fun. Donc, il va avoir plus tendance à vouloir essayer. Il y a justement, avec cette activité-là, c'est arrivé aussi des jeunes qui, je veux pas me faire peindre les pieds, là, t'es-tu malade, toi? Donc, ça aide aussi des fois de faire une portion de l'activité. Donc, moi, je le lavais juste les pieds. Donc, la deuxième fois après, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il était beaucoup plus avenant, tu sais. Donc, il pouvait essayer toutes les étapes. Et là-dedans, ça pourrait être la même chose, en fait. Justement, quand je suggère ici, en fait, pas dans étape de réalisation, mais dans... donc ici, là, donc si l'enfant présente des réticences à l'activité, faire la... je l'ai-tu écrit? Ouais, lui, laisser prendre le crayon par soi-même. Ça, c'est justement, c'est séquencer l'activité. Donc, l'activité représente beaucoup en fait, contient beaucoup d'éléments. Puis, justement, comme, dans le fond, masser, laver les pieds, c'est une seule partie de l'activité, mais c'est la partie que je pense qui est beaucoup plus plaisante pour l'enfant. Donc, c'est par celle-là que je vais essayer d'amener l'enfant à faire l'activité. Ben, également, peut-être que colorier colorier le visage de l'adulte, c'est beaucoup plus plaisant. C'est une idée beaucoup plus intéressante que de recevoir, en fait, du maquillage sur son visage. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de séquencer, d'aller chercher seulement un aspect de l'activité pour que cet aspect-là soit accepté et que ce soit plus facile, en fait, après d'aller chercher d'aller chercher les autres aspects pour que l'activité se fasse en tout. Donc, c'est ça. Moi, oui, mais là, avant, par contre, je suis en train de parler des étapes de réalisation. Donc, oui, c'est ça. Donc, OK, parfait. Expliquer, lui présenter les cercles de choix, maquiller l'enfant en positionnant le miroir. Parce que je pense pas que l'activité vaut grand-chose s'il ne voit pas le processus. Parce que comprendre qu'une photo, que le reflet de notre visage dans le miroir est bien notre reflet à nous, c'est qu'en fait, Brigitte Harrison, en fait, le décrit elle aussi comme ça, c'est que le processus est plus facile à comprendre que le résultat final. Donc, quand on essaie d'expliquer quelque chose à l'enfant, c'est mieux de lui montrer comment est-ce que la chose se fait plutôt que de lui montrer seulement le résultat final. Donc, si, mettons, je veux apprendre le jeune à faire du vélo, je lui ai enseigné à faire du vélo, puis que je montre en fait juste une vidéo de quelqu'un qui fait du vélo. Ah, ok, c'est parfait, c'est bon, ça c'est le résultat final. T'sais. Mais si je lui montre, ok, je sors le vélo du cabanon, j'assois le jeune, il voit qu'il doit passer sa jambe par-dessus, il doit s'asseoir, il voit qu'il doit mettre les pieds sur les pédales, il voit que l'adulte lui tient son guidon, tient son corps, donc il voit qu'il n'est pas tout seul à le faire d'un coup. Donc ça, c'est voir le processus, ça, c'est pouvoir, c'est être capable de comprendre plus, en fait,
qu'est-ce que la chose implique, plus que le résultat final. Parce que si je vois le résultat final, moi, ça me dit rien là, de juste moi, je vais être capable de faire du vélo, mais non, je sais pas comment faire du vélo. Donc, lui, il va voir quelqu'un faire du vélo, puis il va se dire, ça sort un peu de nulle part. Donc, s'il voit, ah, ok, d'accord, donc l'adulte m'accompagne là-dedans et tout. Donc, c'est plus facile à comprendre. Aussi, Brigitte Harrison avait dit justement dans ce sens-là que quand on présente des pictogrammes, c'est mieux de montrer une action plutôt qu'un objet. Donc, par exemple, le picto ranger, donc ranger les choses, ça serait plutôt le bonhomme qui est en train de ranger, donc qui est en mouvement. Donc, le bonhomme est en train de faire le mouvement. Alors, le mouvement, le processus est plus facile à comprendre que le résultat final. Donc, justement, parce qu'on voit en temps réel, ok, il y a le nez, ah, je touche mon nez, il y a une correspondance entre ce que l'adulte nomme et ce qui se passe dans le miroir et ce que je ressens dans mon visage aussi. Parce que justement, c'est que les enfants autistes souvent ont de la difficulté à comprendre, en fait. Donc, premièrement, ils ont de la misère à recevoir l'information de leur sens. De juste recevoir l'information peut être difficile. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ne ressentent pas les choses, c'est pas dans leur champ visuel. Donc, il y a un enfant qui peut se faire frapper derrière la tête, mais parce que c'est derrière la tête, ce n'est pas dans son champ visuel, il ne le ressent pas. Ça veut pas dire que son corps n'est pas blessé, que son corps ne ressent pas la douleur, mais lui, il a pas intégré l'information. Donc, ça, c'est vraiment une difficulté au niveau de recevoir de l'information. Donc, il y a cette difficulté-là de recevoir l'information. Donc, il y a des enfants qui sont hyposensoriels, qu'on appelle, donc qui ressentent moins que la moyenne. Donc, des enfants qui ressentent pas le froid, qui ressentent pas le chaud. Ça, c'est des enfants hyposensoriels. Et il y en a qui sont hypersensoriels. Donc, des jeunes que quand ils sentent une odeur, ben, ils peuvent vomir immédiatement parce que eux, ils la ressentent beaucoup plus. Ça, c'est pas une question de réception, c'est une question vraiment de traitement de l'information. Donc, ils la ressentent beaucoup plus exagérément. Donc, donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent agresser les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont hypersensibles. Mais c'est ça. Donc, justement, pour les enfants hyposensoriels, de voir que mon nez se fait toucher, puis de toucher le nez. Donc, c'est plusieurs choses qui doivent être associées en même temps. C'est qu'il y a plusieurs éléments qui permettent de comprendre une seule information. Donc, de le ressentir dans son corps et de le voir, c'est encore plus parlant. Ça permet de mieux de faire le lien. Donc, pour moi, en fait, l'activité vaut pas la peine d'être faite s'il n'y a pas le miroir pour que le jeune voit le processus. C'est ça le but, t'sais. Puis justement, le langage des couleurs, le langage des parties du corps, ben, est nommé à ce moment-là. Quand on dit, je te colorie le nez en rouge. Ouais. Donc, on veut que le jeune répète, là, on veut que le jeune développe son vocabulaire. Après, quand je reprends le crayon rouge, je peux le regarder, je peux lui dire c'est la couleur, puis là, je veux qu'il puisse être capable de me dire la couleur. Parfait, oui, c'est cette couleur-là. Je colorie quoi? Je colorie ta bouche, t'sais. Donc, c'est ça. Ça, c'est message produit et le message qui est produit là-dedans quand je demande à l'enfant de répéter. Nommer les parties, oui. Une fois que le maquillage est terminé, oui. Donc, c'est drôle souvent parce que je vois souvent des enseignants. Ça m'arrive quelquefois de voir des enseignants qui vont faire l'activité, puis c'est le fun, hein, cool, parfait, on passe à autre chose. Mais moi, je pense que c'est important, en fait, de laisser un peu le jeune respirer là-dedans pour qu'il puisse, parce que c'est difficile c'est toujours difficile pour nous de concevoir que c'est long, le traitement de l'information. Le traitement de l'information de l'enfant peut être très, très long, t'sais. Puis des fois, on peut voir, moi, au début, quand je connaissais pas très bien l'autisme, je trouvais que les enfants niaisaient, là, tu sais, comme un peu, regarder le crayon, tu sais, enlever l'emballage du crayon, le casser. Je suis comme, tu fais juste niaiser puis briser le matériel. Non, c'est sa façon, en fait, d'explorer le matériel, d'explorer l'activité. C'est comme ça que lui, il va comprendre. C'est que l'enfant, en fait, faut lui laisser respirer, faut lui laisser explorer, en fait, la chose de la façon qui veut le faire pour essayer de comprendre. C'est un peu difficile à expliquer. Je pense pas que ce point-là, je pense pas que
Je pense pas que c'est très clair qu'est-ce que je viens de dire. En tout cas. Mais bon, mais lui laisser la chance de s'observer dans le miroir, donc c'est là aussi où il peut faire des expressions faciales, donc tirer sur ses oreilles, tirer sur ses joues et tout. Et c'est également un moment où, justement, c'est moins passif. Parce que quand il se fait colorier le nez, puis qu'il le voit, c'est très bien. Il voit le processus. Mais c'est plus passif parce que c'est moi qui lui colorie le nez. C'est pas lui qui se colorie le nez. Alors que quand c'est lui qui se regarde dans le miroir, qui regarde derrière le miroir, il y a beaucoup d'enfants que je leur donne le miroir et ils regardent derrière. Hein? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est derrière le miroir ou, tu sais, ou est-ce que c'est une surface? Est-ce que c'est quelque chose qui me donne accès à une autre personne? Donc ça, c'est justement, ouf, donnez-lui une pause pour qu'il puisse comprendre, en fait, la chose. C'est ça. Demander de faire diverses expressions faciales, mais justement, ça, c'est, on peut faire la compréhension des émotions. Et moi, personnellement, il y a des affaires que je me sens pas à l'aise d'enseigner en général. Je sais, excusez, là, j'essaie juste de... Oh my god, je pense que ça fait super longtemps en plus que je parle, là. Ouf, ok. Ok, d'accord. Oui. Oui, je m'excuse. Oui, donc, je parlais de faire des diverses expressions faciales. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ok, d'accord, j'ai oublié ce que je veux dire, c'est pas grave. Donc, ok, on est rendu à si l'enfant présente la réticence à l'activité. Ouais, ok, Lucie lui prend des crayons, parfait, oui. C'est ça, pour moi, je trouve que c'est important en fait de donner justement, tu sais, c'est avec aussi l'autodétermination qu'on garde en tête, c'est de lui laisser le plus, en fond, d'options possibles, lui laisser un peu déterminer en fait les conditions. Donc moi, quand je vais faire une activité avec les enfants, s'il y a des enfants qui sont plus réticents, je vais essayer d'aller voir le plus de façons possibles pour essayer de justement de rendre l'activité avenante pour lui. Donc, si j'ai un jeune qui est souvent dans un coin d'une pièce, comme c'est son coin, qui se sent en sécurité dans ce coin-là, mais peut-être que je vais amener l'activité à ce jeune-là plutôt que d'essayer d'amener le jeune à mon activité. Donc, c'est juste essayer de rencontrer le plus de ces conditions possibles. Pas le plus de ces conditions possibles, mais essayer de rencontrer ces conditions parce que c'est ça justement, je pense que c'est quelque chose qu'on a développé seulement très récemment dans l'enseignement aux enfants handicapés, c'est d'essayer de rencontrer leurs conditions à eux, donc plutôt que de leur imposer des choses. Donc souvent, c'est ça, souvent quand on leur impose trop de conditions, ça peut devenir aversif. Puis justement, on veut pas que les jeunes développent de l'aversion. Donc, on peut essayer de... C'est pour ça que moi, j'aime bien justement aller voir. C'est naturellement, qu'est-ce que l'enfant va faire naturellement? C'est quand je lui demande de s'asseoir, ok, quand je lui donne des crayons, c'est quoi sa première réaction? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, tu sais? Donc, essayer de justement de pas... que ce soit pas la première action, ce soit pas de justement de le contraindre et de lui imposer en fait quelque chose. Oui, prendre une photo donc, si on... Dans le fond, s'il le prend par lui-même, essayer de reproduire le modèle, c'est déjà un des apprentissages, en fait, de reproduire des modèles et de voir des modèles, de les reproduire. Ça, c'est dans beaucoup, là, pour l'enseignement de beaucoup de concepts. Mais vous pouvez prendre une photo de son travail et lui présenter à côté. Moi, je fais ça aussi beaucoup pour les activités, mettons, de yoga. Donc, parce que l'enfant, en fait, lui, si tu lui demandes de faire quelque chose, puis non, c'est pas bon, ben, il va pas nécessairement comprendre pourquoi est-ce que c'est pas bon. Quand on fait une activité de yoga, moi, j'ai toujours des bonhommes allumettes, en fait, des images avec des bonhommes allumettes. Puis là, ils font la position. Puis c'est sûr, c'est pas avec tous les enfants que je fais, mais souvent, je corrige physiquement leur position. Donc, je mets leurs pieds de cette façon-là, je mets leurs pieds de cette façon-là. Je prends une photo. Puis là, avec l'iPad, je vais leur montrer la photo et je dessine le bonhomme allumette par-dessus. Donc là, après, ils peuvent voir si le bonhomme allumette du modèle qui doit représenter et si lui, le bonhomme allumette qui est dessiné par-dessus son corps, si les deux sont pareils. T'sais? Donc là, l'enfant, après, il peut comparer puis il peut voir si c'est la même chose ou non. Donc, je pense que ça, c'est une bonne idée parce que justement, c'est dans ce genre d'activité-là, c'est pas quelque chose que tu peux voir toi-même. Donc, quand tu
regarde vraiment côte à côte. Donc, voici une photo de ton visage, voici une photo du modèle que tu essaies de voir. Ben là, c'est plus facile à comparer plutôt que d'essayer de se voir et de regarder, de se regarder dans le miroir et de regarder l'image ensuite. Donc, c'est plus facile, je pense, pour la comparaison. Oui, maquiller les mains plutôt que... Ça revient un peu à juste simplement essayer de rencontrer les conditions de l'enfant plutôt que d'imposer ces conditions. Faire l'activité avec un autre enfant, ça, j'en ai parlé aussi tantôt, c'est vraiment plus en ce qui concerne, donc justement, le fait que c'est plus facile à digérer une activité, le fait que c'est plus facile à digérer une activité une fois que c'est fait avec quelqu'un d'autre, donc que j'ai pu observer avant de le faire moi-même. Et c'est ça. Donc, l'activité peut être faite plusieurs fois en changeant les modalités. Donc, la première fois, c'est moi qui maquille. La deuxième fois, ben, ça va être l'enfant qui va le faire. Donc, ou ensuite, les enfants se maquillent entre eux-mêmes. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est une obligation, en fait, de reproduire l'activité. Peu importe si on change les modalités ou si on garde les modalités de la première fois qu'on a fait, c'est important de le refaire parce que c'est là, à ce moment-là, où... Parce que juste de faire une nouvelle activité, c'est déjà un travail d'accepter une nouvelle activité, de comprendre des instructions. Donc, si je lui fais toujours des activités où il doit accepter de la nouveauté et tout, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est qu'il n'y a rien, il y a pas d'apprentissage qui se fait, je suis tout le temps en train d'essayer d'accepter des nouvelles affaires. Donc, on veut qu'il soit en contact avec une chose pour qu'il y ait un sentiment de « Ah, ok, j'ai compris qu'est-ce que je dois faire. » Donc, on fait beaucoup de cuisine, donc des recettes dans ma classe. Puis, justement, les recettes que je fais, en fait, je les représente par séquence, donc ils soient suivre, en fait, les étapes avec les dessins. Mais je m'assure toujours de faire les recettes 4 fois. Donc, une fois par semaine, puis pendant un mois, c'est la même recette qu'on fait parce que, ok, la première fois, parfait, oui, ok, je suis la séquence, j'essaie de déterminer, mais de plus en plus qu'il la fait, plus en plus qu'il va, ok, les étapes après sont plus faciles à faire, sont plus faciles à reproduire une fois que... justement, une fois que quand je le fais plusieurs fois, c'est sûr que je l'apprends. Donc, plus facilement. Donc, moi, je m'assure toujours de refaire les activités. Au moins 2 fois. Mais j'essaie de le faire plus de fois. Mais c'est ça. Parce que souvent, la première fois, je vais jamais rencontrer du succès, du succès la première fois. Parce que le jeune est juste comme, ah, comprends pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aime, justement, d'essayer des choses. Puis, ça n'a pas marché, ça a vraiment pas marché. Parfait, qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, ça aille mieux? Puis, je pense que c'est là où devient l'idée, en fait. Moi, je pense que qu'est-ce qui est bien de cette activité-là que je vais transmettre à d'autres enseignants, c'est qu'il y a mes suggestions à si l'enfant présente des réticences à l'activité. Donc ça, c'est pas des choses qui me viennent à l'esprit tout de suite quand je fais une activité. C'est des choses que je sais une fois que je l'ai faite avec l'enfant. Oh, ok, il y a ça. Ok, il y a ce problème-là qui se présente. Parfait, j'ai cette solution-là. Donc, je pense que ça, c'est très... En fait, quand des enseignants transmettent des activités d'apprentissage qui ont monté et qui présentent en fait les alternatives, donc si ça marche pas, tu peux faire ça. Je trouve que c'est justement, ça te donne une longueur d'avance parce que tu es plus préparé quand tu rencontres ces difficultés-là, plutôt que d'essayer de... Je veux dire, moi, j'aime ça, là, essayer de trouver des informations, des solutions tout de suite, mais c'est pas tous les profs qui... C'est pas tout le monde là, qui sont rapides là-dessus, puis... En tout cas, je pense que c'est ça qui est super pertinent. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon activité. Je pense que ça fait... C'était un peu long, mon vidéo. Je suis désolée. Mais ce que moi, je pense que c'est vraiment un bel exercice de faire ça. C'est un bel exercice que je vais continuer à faire parce que je trouve justement, comme je l'avais déjà expliqué, c'est que les activités, en fait, qui sont vraiment adaptées aux enfants handicapés sont pas si nombreuses que ça. Puis, quand elles existent, c'est des affaires que tu vas voir sur Pinterest. Ah, ok, parfait. Et c'est quand même des affaires qu'il faut que tu montes. Donc, il n'y a rien qui existe qui est fait par une compagnie. Tu sais,
ça existe pas. Fait que c'est lourd de produire du matériel pour tout. Et ce qui ajoute à la lourdeur de la tâche, c'est que justement, c'est que oui, faut que tu planifies premièrement, tu sais. Faut que tu montes tes activités avec ta planification. Mais aussi, c'est que les activités, c'est pas les mêmes activités qui fonctionnent avec tous les enfants. Donc, tu vas avoir une planification différente avec les enfants que j'ai, là. Avec 4 enfants, je peux avoir 4 planifs différentes pour, tu sais, justement, les 4 enfants vont faire des activités différentes toute la journée, ils vont pas faire la même activité parce que, justement, c'est pas des affaires qui sont adaptées pour eux. Donc, c'est ça, c'est que c'est pas la lourdeur de la tâche par rapport à la planification, par rapport à la préparation des activités devient très, très lourde, devient très importante. Et moi, j'aime beaucoup travailler en collaboration. Puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand je m'en vais voir des collègues, puis je leur dis, voici ce que j'ai fait. J'ai rencontré tel problème, je pensais à telle solution, qu'est-ce que t'en penses? Donc, quand la personne, elle, va prendre ton matériel, elle va utiliser elle va faire l'activité par elle-même, bien ensuite, il y a un échange qui se fait sur, ah, ok, on peut trouver cette solution-là ensemble. Donc, c'est ça. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Donc, moi, j'aime partager mon matériel. J'aime aussi prendre le matériel des autres. Donc, c'est ça. Je pense que c'est important, le partage. Encore plus. Je veux dire, dans la profession enseignante, c'est important, mais encore plus là-dedans, justement à cause de la lourdeur de la tâche de planification, qui est vraiment très... C'est très important. Ça a presque pas de bon sens. Je veux dire, je fais une activité, puis je la refais pas souvent. Fait que c'est ça qui est assez... j'imagine que comme avec les années, quand ça va... Je veux dire, quand je vais avoir une plus longue carrière, ben là, je vais me mettre à réutiliser du matériel. Mais pour l'instant, je réutilise pas du matériel souvent. Fait que c'est ça, avec d'où l'importance de, justement, là, d'entretenir des bonnes relations avec tes collègues, d'être capable d'échanger, d'être capable, en fait, de partager aussi du matériel. Tu sais, je pense que la collaboration avec les collègues devient super importante. Puis, également, l'ouverture. Donc, si la personne a des commentaires, justement, de recevoir ces commentaires-là, je pense que c'est la meilleure façon que tu peux, justement, améliorer ta planification des activités. Donc, c'est ça. Donc, faire ça, j'ai bien aimé. Je vais refaire. Puis je pense que c'est important pour... c'est ça, c'est important, je pense, pour développer la profession en tant que telle. Puis je pense aussi que non seulement ça aide les autres enseignants, mais ça t'aide également toi aussi parce que justement, moi, je cherche avec une activité comme ça, je cherche le moyen le plus facile le moyen le plus efficace pour transmettre une information. Donc, c'est là où ça me fait réfléchir justement, à essayer de faire une séquence. Donc, comment est-ce que je vais dessiner ma séquence? Comment est-ce que j'explique ce concept-là? Comment est-ce que j'explique ces étapes-là? Donc, je trouve que c'est un exercice de réflexion qui est bon dans ta pratique à toi aussi. Donc, c'est ça. Puis, ça ici, je trouve que c'est bien aussi parce que faire une feuille comme ça, ici, d'expliquer en fait l'intention derrière l'activité et tout, c'est que ça vient, je trouve que ça ramène au programme. Moi, j'ai tendance justement à m'éparpiller. Oh my god, mon jeune n'est pas capable de se reconnaître en photo. Oh my god, c'est maintenant ma nouvelle priorité. Genre, viens pas qu'il se reconnaît pas en photo, on va travailler ça. Mais tu sais là, ouais, ok, on va ramener, d'accord, c'est quoi ces objectifs au plan d'intervention, c'est quoi les compétences qu'on essaie de travailler. Donc ça vient te ramener à la littérature au programme, ça vient te ramener à tes intentions de base, ça vient réfléchir à pourquoi est-ce que j'essaie de faire ça, tu sais, ça sert à rien, tu sais, ou ça sert à quelque chose. Donc justement ça fait réfléchir parce que moi je m'en vais dans toutes les directions. Ça ici, ça vient faire, oh, ok, là, je suis en train de faire ça, puis je viens de m'apercevoir, j'essaie de justifier un peu cette activité-là, puis je viens de m'apercevoir que je suis en train d'absolument, ça sert absolument à rien, qu'est-ce que je fais en ce moment, parce que ça ne travaille pas les affaires que je souhaite travailler. Donc, ça, je pense que ça, c'est travailler à l'inverse, par contre, parce qu'en fait, quand tu planifies, tu es censé justement, tu sais, aller avec tes intentions
t'es censé aller avec tes intentions, avec les compétences que tu veux développer avant de faire tes activités. Mais justement, comme que je dis, je trouve qu'il y a tellement de choses à préparer que souvent, moi, je m'éparpille. Puis je pense que c'est ça, cet exercice-là ramène un peu à OK, c'est ça que je voulais faire. Fait que je pense que c'est bon pour ma pratique à moi aussi. Puis je pense que j'aime juste ça aussi. Puis je pense que j'aime monter du matériel. Puis moi, je suis en train de me dire que justement, quand je vais être tannée de ma carrière d'enseignement, ben peut-être que je ferais comme toi, puis je monterais du matériel pédagogique. Donc, c'est ça. Donc, merci d'être patiente et compréhensive avec moi. C'est bien gentil. Tes commentaires sont appréciés. Donc, je vais remettre le travail une seconde fois, puis tu me diras ce que tu en penses. Donc, voilà, je suis encore désolée pour mon manque de tout, de professionnalisme, mais ouais. Merci beaucoup pour le cours, c'était super chouette, j'ai vraiment aimé ça, c'était un cours que j'avais pas vraiment, j'étais pas vraiment très très enthousiaste à l'idée de suivre, puis c'était mon cours en fait qui était le plus pertinent depuis très longtemps, donc je vous remercie beaucoup. Puis je pense que ce cours-là devient encore important de fois en fois. Donc continuez ce cours-là, c'est un bon cours. Donc, continuez exactement dans ce sens-là. Puis, je trouve ça super aussi que vous avez, que tu as eu, pardon, l'ouverture, en fait, de recevoir un peu mon, justement, parce que je voulais pas continuer en ECR. Je trouve que c'était bien, en fait, l'ouverture que tu as eue parce que, justement, ça m'a permis, en fait, justement d'apprendre parce que sinon je pense que j'aurais été un peu déconnectée du reste du cours si c'était vraiment centré sur ECR. Donc merci beaucoup. Et c'est ça, donc au revoir, passez une bonne fin d'année scolaire et je vous souhaite une bonne journée, soirée, toute.